En tout cas, enchanté. Je suis content de t'avoir aujourd'hui pour justement bien mettre au point toute la signification, toute la raison d'être de ce film, puisque dans le film, il y a toutes les preuves d'abandon, de privation de soins, de non-assistance à personne en danger que peut avoir une personne âgée pendant cette crise sanitaire et bien avant, mais c'est surtout pendant la crise sanitaire, qui n'a rien à voir avec la vaccination, qui n'a rien à voir, puisqu'on le vit encore aujourd'hui, avec la grippe. Donc ça continue cet épisode. Et alors évidemment, il y a des personnes qui ont des protocoles de la mort, moi j'appelle ça, ils arrivent à l'hôpital et parce qu'ils sont âgés, ils vont en gériatrie ou alors ils retournent à leur maison sans avoir une prise en charge complète, quoi. Et c'est ça le but du film. Et dans le film, on explique la prise de sang, on explique qu'il faut examiner, qu'il faut répondre à un appel d'une personne âgée parce qu'elle est faible, elle est vulnérable, elle est isolée, abandonnée, que sais-je. Mais en tout cas, ce sont les plus faibles de notre société et ce sont ceux qu'on a abandonnés en premier. Donc, Alors, avec le film, c'est super parce que ce sont des témoignages. ouais, moi, ce que j'aimerais, avant de parler du film, je voudrais que tu me parles de toi. Qu'est-ce qui t'a donné cette vocation, où on peut ressentir aussi dans le film un petit peu cette rage face à l'abandon des personnes âgées? Ben, la réponse, elle est simple. C'est mon expertise et mon expérience personnelle. C'est mon vécu personnel. Puisque, enfant, mon père était très sévère, il était bourgeois, il imposait ce qu'il pensait. Donc, je pouvais pas mettre de jeans, je pouvais pas mettre, je devais mettre des pantalons en velours. Et donc, comme je ne voulais pas me soumettre à ce qu'il disait ou ce qu'il imposait, parce que les enfants de ma classe avaient le jeans, avaient tout ce qui était à la mode, j'ai dit non, papa, je veux être comme les autres. Et donc, du coup, j'ai reçu des coups, j'ai reçu de la ceinture, j'ai reçu de la violence. Donc, j'ai eu déjà une maltraitance en tant qu'enfant. Et cette maltraitance, j'ai compris que on était entre quatre murs et personne venait nous m'aider. Donc, je pleurais, oui, je criais, j'avais mal, mais je résistais. Et puis, la vie fait que ma grand-mère a subi cette même maltraitance par aussi mon père, puisque elle a été mise contre sa volonté dans une maison de repos, une maison de retraite, un EHPAD, hein, contre sa volonté. Et donc, un jour, elle m'a contacté, elle m'a dit, David, je t'en supplie, viens me sortir de là, ou sinon je vais me laisser mourir. Je suis malheureux, je rentre dans ma chambre, je mange mal. Enfin, il y avait tout un ensemble de faits. Et donc, je l'appelais Bobonne, je dis, écoute, Bobonne, t'inquiète pas, je, je prends ma voiture et j'arrive et je t'écoute. Et puis, quelques jours après, on a eu une réunion familiale et ma grand-mère a terminé donc sa fin de vie chez moi à 92 ans, 92 ans. Et c'est une grand-mère que je n'oublierai jamais parce que c'était la seule qui était au courant de ma maltraitance. Et alors, elle a inventé les raisons du monde pour venir me chercher, pour me mettre à l'abri de cette maltraitance de ce père. Alors, évidemment, quand on a cette maltraitance enfant, quand on vit la maltraitance de sa propre grand-mère de manière factuelle, et puis après, évidemment, en 2017, j'ai le suicide de mon frère, donc qui est pharmacien, qui était confronté à une maltraitance familiale, conjugale. Et donc, devant sa tombe, devant son cercueil, j'ai juré, j'ai fait la promesse de combattre cette maltraitance, de respecter le plus possible à 100% ce serment d'Hippocrate, ce respect de la dignité, ce respect du droit à la vie. Et comme tout ce que je constatais sur le terrain en tant que médecin, mais était écouté, entendu par les autorités, mais jamais appliqué. On n'entendait pas les victimes, on n'aidait pas les victimes, on ne les protégeait pas. Alors j'en ai fait un combat. Et donc à travers une association médico-sociale, à travers la fondation et maintenant à travers le film. Et pourquoi Lagardère? C'est toute la raison de ma vie. C'est un film que j'ai regardé quand j'étais enfant, puisque c'est un film qui est sorti en 1959 par Paul Féval. C'est Le Bossu. Donc, ça veut dire que dans ce film, qui est vraiment l'injustice par excellence à cette époque-là, puisque le noble Lagardère donne un coup d'épée sur la main de son ennemi avant que celui-ci s'enfuit, et pour qu'il puisse le repérer plus tard. Et avec cette marque sur la main, il lui crie, si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira à toi.
Donc, ça veut dire que j'ai transformé cette phrase vraiment, pour moi, historique, dans les soins de santé. C'est-à-dire que si tu ne sais pas aller vers les soins de santé, ce sont les soins de santé qui viendront à toi qui viendront à toi. Donc, ça veut dire qu'on a à ce moment-là mis un ensemble de réalisations pour aider ces personnes qui sont en privation de dignité et de soins, par exemple les sans-abri, les personnes sans-abri, les personnes qui sont donc âgées, qui sont pas soignées. Et donc nous avons créé, mais alors vraiment créé, avec l'aide du ministre de la Santé, un cabinet médical mobile, donc pour aller vers les personnes âgées et les sans-abri. On a créé des colis alimentaires, on a créé des logements d'urgence. Voilà, donc il y avait tout un ensemble de réalisations pour permettre à des personnes en privation de dignité et de soins d'être prises en charge. Malheureusement, c'est un combat qui dérange, c'est un combat qui ne veut pas être appliqué par nos autorités médicales et politiques. Les personnes âgées, elles dérangent. Les personnes âgées, on a vraiment le sentiment et la preuve qu'ils doivent disparaître de ce monde le plus vite possible, mais pas parce qu'ils sont en soins palliatifs, pas parce qu'ils sont avec un cancer généralisé, pas parce que la mort est là parce qu'ils sont âgés. Non, parce qu'ils sont âgés. Ils doivent ne pas avoir bénéficié des mêmes soins qu'une personne de 40 ans. Donc, ça veut dire que si vous avez 40 ans et que vous avez 80 ans, par exemple, vous allez aux urgences ou vous appelez votre médecin pour la même pathologie, la même pneumonie, eh bien, il y en a un qui a 40 ans qui va être pris en charge de manière complète, rapide, dans un service médical et avec un traitement le plus approprié. Et l'autre, qui a 80 ans, il va avoir un traitement minimum. Il n'aura peut-être pas droit à l'oxygène, il n'aura pas droit à des antibiotiques, il n'aura pas droit à une prise de sang complète parce qu'il est âgé. Et voilà un petit peu ce film, parce que quand vous avez un médecin qui a un serment d'Hippocrate et qui répond à son patient, je ne viendrai pas et vous ne viendrez pas à ma consultation en période Covid, mais alors ça veut dire c'est une condamnation à mort, parce que Covid, c'est une chose, mais les complications, ça veut dire septicémie, pneumonie et des pathologies cardiaques. Donc voilà un petit peu pourquoi c'était Lagardère, pourquoi ce véhicule en 2018 s'est appelé l'unité médicale mobile Lagardère, parce qu'on montait dans le véhicule et on allait vers la personne en difficulté, en plein milieu d'une ville, à la campagne, dans une prison. Des moments où il y avait une personne en privation de soins, en privation de dignité, ce cabinet médical mobile, ce mobilhome, ce motorhome, allait donc vers la personne qui était en souffrance, en détresse et qui lançait un SOS. Et alors, évidemment, la Covid a fait le reste. Puisque la Covid, là, il avait fallu mettre même des antennes médicales, Lagardère, à travers la Belgique, parce que nous avons quand même pris en charge plus de 10 000 personnes âgées pendant cette période sanitaire. Et tu as eu des résultats? Ah oui, ah oui, des résultats, c'est que dès le moment où la prise en charge d'une personne âgée était précoce, rapide et complète, hein, grâce à une auscultation, tu vois, l'appareil est là, l'appareil est derrière moi, grâce à un portable, à de l'oxygène, à des prises de sang, tu vois, une prise de sang complète, hein, avec des tests rapides. Donc, une prise en charge complète permettait d'avoir un diagnostic précis, ou plus ou moins précis, mais en tout cas, le traitement était approprié et les personnes âgées n'allaient pas à l'hôpital, n'allaient pas aux urgences, ne décédaient pas. Donc, on avait un taux de succès à 100% par rapport aux problèmes qui venaient à moi. Mais en même temps, non seulement il y avait ce problème d'infection, mais il y avait après des problèmes de maltraitance. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes, par exemple, qui étaient séquestrées dans une pièce. On s'est rendu compte qu'il y avait une personne âgée qui était sous l'effet d'avocat administrateur de biens. On s'est rendu compte que derrière les murs, quand on ouvre la porte d'entrée, on était devant des drames humains parce que la personne âgée ne téléphonait pas, ne contactait pas, ne savait pas à qui s'adresser pour avoir de l'aide et de la protection. Donc oui, on a eu des résultats. On a eu des résultats. On a été entendu quand même par le Premier ministre en 2019. On a été entendu par des ministres de la Santé. On a eu ce cabinet médical mobile qui a été agréé. Mais David, c'est contre Goliath, puisque il se rend compte aujourd'hui qu'à force de vouloir apporter cette dignité, à force de vouloir prendre en charge des personnes en privation de soins, là, ça dérange.
parce que là, on voit qu'il y a une limite à la prise en charge et on se rend compte que maintenant un généraliste, un médecin généraliste, euh, comme je le fais depuis ma sortie à l'université en 1990, ben, un généraliste, il répond au téléphone et avec de la température, avec un tableau, je vais dire, de médecine générale, ben, on envoie les personnes aux urgences, on envoie les personnes à l'hôpital, on appelle l'ambulance, alors qu'on pourrait gérer le problème à domicile ou dans les EHPAD ou en tout cas pas à l'hôpital si on faisait une prise en charge complète et si on était à la recherche d'un diagnostic précis et surtout si on respectait chacun notre serment, la dignité humaine qui est quand même qui fait partie quand même de la charte des droits fondamentaux, cette dignité, ce droit à la vie, il ne faut pas l'écrire, il ne faut pas le lire, il faut l'appliquer, il faut le respecter et qu'on soit journaliste, médecin, avocat, magistrat, si tout le monde faisait simplement suivait le respect de ces principes-là, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler. Oui. Et alors, est-ce que tu penses que cette situation, elle est volontairement entretenue par les autorités? Oui, oui, parce qu'en réalité, des moments où on envoie des mails, des moments où on demande d'être reçu et qu'on est reçu. Et je dis, attention, il y a des maisons insalubres dans la région où j'habite, donc il y a des maisons insalubres. Donc je signale, j'alerte, je dénonce les Quand tu problèmes. parles, ouais, quand tu parles de maison, tu parles de maison de retraite. Non, EHPAD. non, 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 des maisons à domicile. Donc, à domicile. vraiment des maisons où la personne âgée vit de manière très insalubre, en manque d'hygiène. Et je le sais puisque je suis agréé de la police. Et donc, la police de Mons, donc la police locale, m'a appelé pendant des années pour faire des constats de décès. Et quand on m'appelait pour faire un constat de décès à domicile, je voyais le carnage, des sacs de poubelle, des personnes décomposées. Enfin, donc oui, donc ils sont au courant, mais ils n'ont rien fait. Donc oui, c'est intentionnel. Et d'ailleurs, quand je discute avec des amis en RDC ou en dehors de l'Europe, ben c'est pas comme cela qu'on c'est pas comme ça qu'on entoure les aînés. Il n'y a Oui. pas d'EHPAD, il n'y a pas de maison de repos, il y a pas ce système de clivage de la société. Les personnes âgées terminent leur vie en famille. Donc oui, c'est intentionnel. D'ailleurs, en France et en Belgique, il y a des problèmes de maisons de repos, il y a des problèmes d'EHPAD, il y a des problèmes de soins, il y a des problèmes de dignité. Donc les problèmes, ils le savent. Mais on préfère s'occuper des problèmes extérieurs à la Belgique ou extérieurs à la France plutôt que de s'occuper de ses propres citoyens qui sont en détresse et qui sont en souffrance. Et donc, est-ce que, comme moi, tu as l'impression que, en fait, nous sommes maintenant une civilisation qui est en train de mourir, c'est-à-dire qu'on coupe nos racines, on tue nos vieux, je suis un peu violent dans mes propos, Non, c'est pas violent. parce qu'on raisonne que en fric, on raisonne que en rentabilité, et en conséquence, eh ben, un vieux, ça coûte cher, on paye des pensions, on paye de la santé, donc il faut l'éliminer, et en même temps, on élimine les racines de notre société. Je suis 100% d'accord avec toi. Là où j'interviens, parce que j'ai quand même une petite période en tant que citoyen, je dis bien en tant que citoyen, j'ai fait partie un petit peu de la vie politique à Mons. Et quand on dit qu'on n'a pas les moyens, c'est faux. C'est faux. On vient de terminer une gare à Mons pour 500 millions d'euros. Au départ, elle devait coûter dans les 30 millions et ils en sont à une facture de 500 millions. Donc, quand on veut de l'argent pour une guerre à l'étranger, pour des problèmes de monuments, de bâtiments, donc d'argent qui est là, mais qui est utilisé comme un petit peu comme au temps de Rome, hein, des Romains, de Jules César, hein, on fait des jeux, hein, ici ils ont fait il y a quelques jours un festival de lumière, donc ça veut dire ils ont éclairé tous les monuments, ça coûte une fortune, et donc vous avez à côté de ça des personnes âgées qui ont une retraite de 800 euros. Vous avez des hommes politiques qui en gagnent 30, 40, 50 000 euros par mois, voire plus. Donc, je pense que c'est la volonté de dire on se bat pour la dignité de tous, ou alors on se bat pour une société lucrative, commerciale, financière, économique, voilà. Mais en tout cas, l'humain, d'ailleurs, je le dis souvent dans mes posts, nous sommes devant une société déshumanisée, égoïste. Et je me souviens quand j'étais enfant, quand je sortais de chez mes grands-parents, on avait des personnes âgées qui étaient sur le pas de leur porte
et qui pouvaient demander de l'aide, ils se parlaient les uns les autres. Maintenant, tout le monde ne connaît plus personne. Hein, on sort de sa maison et on ne sait pas qui est à gauche, qui est à droite, si elle a des problèmes d'aide ou pas. On n'en sait plus rien. Alors que nous avons tellement de moyens, pour les aider. Avec un téléphone, on connaît la liste de toutes les personnes âgées de sa ville. Donc, on peut, comme Lagardère, aller vers la personne âgée en difficulté et lui dire, tiens, bonjour, est-ce que vous avez besoin d'aide? Eh bien non. En Belgique, si vous avez besoin d'aide, vous devez prendre votre téléphone et vous devez attendre, taper 1, taper 2, une musique, et voilà. Et donc, une personne âgée en difficulté maintenant ne sait même plus qui appeler. Et c'est pour ça que dans le petit extrait que je t'ai envoyé ce matin, tu vois que David Bouillon, ben, il est dans la gazette locale, que s'il y a une détresse, s'il y a une urgence, ben, ils peuvent toujours me contacter 24 heures sur 24, même le week-end. Et d'ailleurs, mon téléphone, il est là, il prend les appels. Mais donc, c'est facile. On va vers la personne pour voir s'il y a des problèmes à gérer. Mais si maintenant le politique préfère mettre des bâtiments, préfère faire vraiment des belles façades, des belles constructions, bah alors c'est terminé. On n'est plus dans une société humaine et citoyenne. Est-ce que c'est un problème de milieu social ou est-ce que ça arrive chez des gens qui sont aussi bien pauvres que riches? Ça arrive chez des personnes aussi bien pauvres que riches. D'ailleurs, dans le film, nous avons un monsieur qui est comte, il fait partie de la noblesse, et qui a 98 ans, donc je sais pas, en Suisse, on dit 98 en Suisse. Absolument, en Suisse aussi. Voilà. Donc en 2022, il avait 98 ans. On va 98 réduire à 98 pour Voilà, 98 pour les Français. Et donc, à 98 ans, en décembre 2022, ben, il a présenté Covid, pneumonie, septicémie à domicile, donc chez lui. Eh ben, son médecin traitant a dit qu'on ne savait pas soigner cette pneumonie, il allait mourir. Il allait mourir à 98 ans. Et le curé, donc le prêtre, est passé et il a donné les derniers sacrements. Et donc, l'enterrement était prévu. Sauf que un membre de la famille m'avait vu sur les réseaux sociaux à prendre en charge des personnes à gauche et à droite à travers toute la Belgique et des Français et tout. Et donc, ils ont dit, ben, avant de mourir, on va quand même appeler le docteur Bouillon. Donc, j'ai fait les 60 kilomètres pour prendre en charge cette personne âgée qui était avec un teint gris, qui était vraiment la mort en face de moi, d'accord. Mais j'ai fait comme tout le monde, le protocole, c'est-à-dire cette prise en charge, comme si c'était une personne de 40 ans. Et donc, prise de sang, l'oxygène, et il a eu des antibiotiques en intraveineux. Il a eu une prise de sang super complète, il a eu de l'oxygène, et 4 jours après, son taux d'infection qui était à 300 au lieu de 8 dans le sang est descendu à 60. Donc je me dis, oh ça va, on est en train de gagner. Il vient de fêter ses 100 ans il y a quelques mois. Donc ce monsieur a 100 ans, il fait partie de la noblesse. Donc ils sont pas pauvres, mais la santé, la dignité, la vie n'a pas d'âge, n'a pas de classe sociale. Ça fait partie du serment d'Hippocrate. Hein. Et donc, oui, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, le malheur qu'ils ont, les personnes âgées aujourd'hui, ben, c'est d'avoir une date de naissance. Et c'est la question qu'on pose quand on arrive aux urgences. C'est la question qu'on pose quand on appelle une ambulance. C'est la question qu'on pose quand on a quelqu'un au téléphone. Quelle est votre date de naissance? Si vous êtes né en 2010, on vous soignera bien. Et si vous êtes né avant 1960 ou enfin 1965, puisque les personnes âgées, l'OMS dit que c'est à partir de 60 ans. Donc toutes les personnes de plus de 60 ans, on va dire oh date de naissance égale gériatrie égale ci égale là égale prise de sang minimum. Et donc oui, ce n'est pas une question de richesse. C'est une question simplement où on est dans une société où on met des protocoles en route, on applique des décisions qui sont contre la vie, contre la dignité, et ça c'est grave. Avec le nom que tu portes, si on relit l'histoire, il y avait un chevalier franc qui est mort à Jérusalem pour libérer le Christ, Godefroy de Bouillon, ben oui. Ouais. Sauf que Godefroy de Bouillon, ça veut dire qu'il y a une ville en Belgique qui s'appelle Bouillon. D'accord. Avec un château fort, ah ouais, donc c'est vraiment... Mais moi, je préfère mon prénom, parce que David contre Goliath, ça me rappelle plus ce combat que je mène maintenant.
Parce que le Goliath, le G, c'est le G du gouvernement, c'est le G quand même de beaucoup de choses. C'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est insidieux, pernicieux, parce que tout le monde sait qu'il y a une maltraitance et pas beaucoup de personnes la combattent. Or, on est avec des vies qui sont quand même dans la souffrance, dans la détresse, dans l'abandon, dans l'isolement. Et ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Est-ce que tu as reçu, euh, on va dire, des menaces ou des pressions où on t'a demandé de ne plus t'occuper de cette partie de la population, de laisser tomber, d'arrêter les frais? Je ne sais pas comment ça a pu être Non, expliqué. ni menace, ni pression. Mais pire que ça, c'est-à-dire j'ai eu affaire à une véritable cabale. C'est-à-dire on a eu des auditions, des perquisitions, on a eu des dénonciations calomnieuses. Nous avons des personnes qui ont été dire à la police que on faisait de l'abus de faiblesse, on faisait de la maltraitance nous-mêmes, quoi. Alors qu'on soignait des personnes victimes de maltraitance. Et évidemment, quand ça déplaît à la société, vous avez des personnes qui sont censées être assermentées, qui doivent normalement rechercher la vérité par des preuves. Eh ben non, je viens de déposer une plainte contre une commissaire de police qui a orienté le parquet de Mons, donc monsieur le procureur de Mons, en disant, monsieur Bouillon, il est dans la faiblesse des personnes âgées. Et heureusement, nous avons eu une décision du tribunal correctionnel, donc du tribunal, qui a balayé cette accusation et qui nous a acquittés. Donc non, le docteur Bouillon n'est pas dans la maltraitance des personnes âgées, mais évidemment, quand vous avez des enfants qui sont impliqués dans la maltraitance, c'est eux qui portent plainte et c'est nous alors qui sommes montrés du doigt. Et donc, je viens d'avoir maintenant 2 décisions de l'Ordre des médecins d'acquittement pour justement ce dossier de maltraitance. Donc, ce sont des personnes qui portent plainte et heureusement, l'Ordre des médecins a débouté ces plaintes. Mais ça m'a coûté 9 mois de suspension à l'ordre en 2024 parce que malheureusement, l'ordre a tranché avant d'avoir des décisions de tribunaux. Et donc, mais la vérité, on dit toujours qu'elle monte l'escalier Ouais. et le mensonge prend l'ascenseur. Eh ben, on vit ça à 100%. Donc, d'un côté, il faut se battre pour soigner et sauver des personnes âgées. Et d'un autre côté, il faut se battre contre la dénonciation calomnieuse, contre les harcèlements, contre la cabale, parce qu'on a eu quand même pas mal de perquisitions sur dénonciation calomnieuse. Est-ce que tu as eu des familles qui, en fait, ne soignaient pas leurs grands-parents, c'est-à-dire dire leurs ancêtres, simplement pour toucher l'héritage? Bien sûr, et d'ailleurs, c'est presque une des raisons de mettre justement ces personnes âgées dans des maisons de repos, dans des EHPAD, hein, parce qu'ainsi, ils vendent leurs biens, ils vendent leurs maisons, et après, ils vont même plus les voir donc dans ces établissements. Donc, bien sûr que la personne âgée, faut pas, faut, toi, je sais que, enfin, vous, je sais que vous le savez, mais il faut le dire aux auditeurs qu'une personne âgée, c'est pas pour rien qu'on dit qu'elle est vulnérable, c'est pas pour rien qu'on dit qu'elle est faible, et donc ça veut dire, profitant de cette vulnérabilité et de cette faiblesse, mais évidemment, ils vont dans le porte-monnaie, ils vont dans le portefeuille, ils vont sur les comptes bancaires, ils prennent la télévision s'il faut la prendre, et elle ne sait pas résister parce que la justice, parce que la police, parce que tout ce qui est censé les protéger, les aider, ne font pas le rôle, ne font pas leur devoir. Donc, et donc, nous sommes quand même dans un monde où l'alcool, la drogue, la délinquance fait que une personne âgée qui est parmi ces personnes-là est encore plus fragile, est encore plus, je vais dire, en voie de mourir parce que c'est de la non-assistance à la personne en danger. Et la famille, bien souvent, est au courant. Et Bon, on est responsable elle-même, bien sûr, bien sûr. est-ce que tu as des confrères qui auraient fait, parce que j'ai vu ça en France, des certificats de complaisance pour que la famille puisse mettre le père, la mère sous tutelle, voire même dans une maison genre EHPAD et encore de bas de gamme, de façon à récupérer tous les biens avec la complicité du médecin? Mais je vais dire un grand oui parce que c'est dans le film. C'est dans le film. Donc ça veut dire qu'il y a une dame de 95 ans qui a eu un administrateur de biens, donc qui a été privé de son autonomie sur le fait que 2 enfants, donc 2 enfants,
ont utilisé donc ce fameux certificat que tu parles, qui est l'élément clé pour qu'un juge de paix, puis donc un juge, un magistrat, puisse prendre une décision de supprimer cette autonomie à la personne âgée. Donc, dès le moment où vous avez le document, vous montrez ça au juge et le juge met en route à ce moment-là la perte d'autonomie, donc cette administration de biens. Mais nous avons vécu ça dans le film. En J'ai plus, vu. c'est d'autant plus dramatique que cette dame de 95 ans a des problèmes d'audition. Donc ça veut dire que devant le juge, il parle tellement vite au tribunal, il parle tellement mal pour une personne âgée qu'elle a dit oui quand il fallait dire non et elle a dit non quand il fallait dire oui. De telle sorte que quand elle s'est rendue compte par les documents qu'elle a reçus qu'elle avait perdu son autonomie et qu'elle était sous administrateur de biens, le fils donc a mis en route cette procédure. Ça a duré 20 mois à 95 ans pour récupérer ses droits parce que grâce au fait, encore par les réseaux sociaux, cette famille, donc ce fils m'a appelé pour faire partie d'une expertise médicale demandée par la justice. J'ai assisté à cette expertise et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'audition. Je me suis rendu compte que le confrère expert parlait trop vite. Donc je lui dis, répète une deuxième fois ta question. Elle n'a pas compris. Et pour finir, au bout de l'entretien, mais il s'est rendu compte elle avait toute sa tête et qu'elle ne méritait pas d'être privée d'autonomie. Mais priver une autonomie, une personne de 80 ans, de 90 ans, de 100 ans, c'est presque la condamner à mort. Parce que cette dame a beau récupérer son droit aujourd'hui, elle n'est pas bien. Elle dort plus. Elle est complètement, je vais dire, encore dans la tristesse. Et puis, elle vit une séparation de famille, elle vit une guerre entre les enfants. Donc, le médecin, il a un devoir extrêmement important de réserve. Des moments où il signe ce document, ben, il signe une guerre entre les familles, il signe une perte de dignité à la personne âgée. Et donc, un médecin traitant ne doit jamais signer un papier tout seul et il doit bien connaître la situation. Parce que oui, il y a souvent des situations où on peut le faire, mais de manière, je vais dire, familiale. Ça veut dire que tous les enfants doivent être présents, toutes les conditions doivent être remplies et il doit se déplacer lui-même chez le juge s'il faut. Et c'est ce que je fais. Donc, quand je signe un papier, j'accompagne la personne au tribunal pour défendre cette personne âgée qui n'a pas toutes ses capacités, je lui dis pas mentales, mais peut-être audition, peut-être des mots qu'elle ne comprend pas. Et ça fait partie du serment d'Hippocrate. Donc, je réponds oui à ta question. Grâce à des documents, des personnes perdent leur autonomie, leur dignité. Est-ce que C'est là tu, le point de départ, d'ailleurs. ouais. Est-ce que tu as besoin d'aide financière? Je n'en doute pas, mais aussi humaine. Ben écoute, j'ai besoin d'aide, les deux. On a besoin de financiers et d'humains. Pourquoi? Parce que nous sommes une fondation. Alors, quand on parle de fondation, on a l'air de croire qu'il y a 100 personnes derrière, mais non. Je suis médecin, ma compagne, elle est infirmière. Je suis médecin bénévole, donc je donne toute ma vie pour ce travail. Nous sommes deux et nous travaillons tous en tant que bénévolat. Et l'argent qui rentre, ben, il sert justement à acheter de l'oxygène, à acheter des appareils, à essayer d'apporter de la dignité, trouver un logement en urgence. Mais grâce à l'équipe bénévole que j'ai autour de moi, j'ai créé depuis maintenant quelques jours une plateforme internationale. Donc de la lutte contre la maltraitance envers les personnes vulnérables et âgées. Et donc, cette plateforme maintenant est internationale. Donc, j'ai un ami d'RDC qui adhère. Ben, je suppose que j'en parlerai le 21 en Suisse. On va essayer d'avancer ensemble aussi. Et mardi, ben, je vais en France dans une émission avec une députée, une dame qui se bat justement pour mieux vieillir en France. Et donc, oui, nous avons besoin d'aide. Pourquoi? Parce que mon rêve, et on l'a vu pendant la crise Covid, et il s'est réalisé, c'est qu'on puisse créer des antennes à travers toute la Belgique, l'Europe et peut-être le monde, c'est-à-dire que il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, il y a des ambulanciers, des pharmaciens, des médecins qui sont prêts à prendre en charge une personne âgée de manière digne, donc dans la dignité, de manière humaine, sans nécessairement exiger de l'argent. Parce que pendant cette crise sanitaire, nos infirmières qui m'ont entouré, donc ils étaient quand même une centaine à travers toute la Belgique, ils ont pris en charge les personnes âgées sans demander un euro. Donc, ils ont pris les paramètres, ils ont fait une prise de sang, on a pu mettre en route des traitements sans exiger le moindre euro parce que c'était une question de vie.
C'était une question de vie ou de mort. Donc, si on ne donnait pas ce traitement, ces personnes décédaient. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de personnes âgées décédées pendant cette crise sanitaire, parce qu'ils n'ont pas eu de traitement en temps et en heure. Donc oui, nous avons besoin de ce réseau. Oui, nous avons besoin qu'on adhère à ce site, parce qu'il sera sur site Internet, cette plateforme. Mais nous avons besoin mais des besoins d'aide humaine, comme tu l'as dit, et de financier, ben, ça sera pour mettre en route toutes les procédures, toutes les prises en charge, parce qu'il faut faire des kilomètres, parce qu'il faut créer des plateformes, enfin, il faut créer des sites. Tout ça, c'est du fonctionnement. On a besoin d'aide pour le fonctionnement de nos fondations. Est-ce que, parce qu'évidemment, les gens vont nous poser la question, est-ce que ta comptabilité est transparente et les gens peuvent y avoir accès pour justement s'assurer que il n'y a pas de détournement de fonds comme ça se passe dans d'autres Ah, fondations? mais je pense que je vais y répondre tout de suite oui, parce que pendant cette crise sanitaire, si on a regardé, la première chose qu'on a regardé, c'était bien nos comptes. Oui, donc nous avons une comptabilité, nous avons un comptable qui remet la comptabilité auprès de tout ce qui est organisme, je vais dire, public, les contributions, enfin tout ce qui est officiel. Mais oui, nous avons les comptes qui sont vraiment établis. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, si tu m'y autorises, je mettrai donc l'adresse de la Fondation Lagardère sur notre interview pour que les gens puissent te joindre. Oui. Quel est le degré d'urgence à l'heure actuelle? Parce qu'on est en plein hiver et c'est dans ces périodes-là que les personnes vulnérables souffrent le plus. Ben, l'urgence, la maltraitance que nous avons découvert est tellement invisible, parce que moi j'appelle ça de la maltraitance invisible, et invisible surtout par les autorités, c'est-à-dire que l'urgence, elle est maintenant quotidienne, puisque on a quitté cette période sanitaire Covid pour entrer maintenant dans cette période de grippe. Hein, donc maintenant, même une grippe, on n'arrive pas à soigner une personne âgée qui est atteinte de la grippe. Et alors, il y a cette maltraitance physique, il y a cette maltraitance morale, il y a ces maisons insalubres, en tout cas en Belgique, dans l'endroit où j'habite, ces maisons insalubres ne sont pas rares. Et alors, il y a des procédures, grâce au réseau, on arrive à trouver des maisons vides, des propriétaires qui nous contactent en disant oui, j'ai un logement, on pourrait recevoir une personne âgée. Donc, l'urgence, elle est là, parce qu'à chaque minute qui passe, mais il y a sûrement une personne âgée qui décède parce qu'on n'est pas venu à temps l'aider, mais elle ne décède pas parce qu'elle est âgée, elle décède parce qu'elle était en privation de soins, d'aide et de dignité. Donc c'est une urgence. Et c'est le même combat pour les enfants aussi. Hein. Donc on dit personne âgée parce que on ne sait pas s'occuper de tous les combats en même temps, mais c'est un combat pour toutes les personnes vulnérables. Hein. Donc voilà. C'est important. Donc, on est dans l'urgence et c'est de l'urgence pour tout ce qui est le basique. Donc, ça veut dire que des personnes âgées ont des problèmes pour se nourrir, ont des problèmes pour se chauffer, ont des problèmes pour se déplacer, ont des problèmes pour se soigner. Même aller chez le pharmacien, c'est presque le combat c'est presque un problème difficile à résoudre. Et donc, Lagardère, c'est Lagardère. Les personnes doivent comprendre que Lagardère, ce n'est pas un nom d'un milliardaire français. Le Lagardère, c'est le nom d'un personnage qui est dans un film qui est là pour combattre l'injustice. Et tout le monde doit être Lagardère quelque part en soi, parce que si on va bien, nous, il y en a qui ne vont pas bien. Donc, il faut aller vers les problèmes, vers les personnes qui ont des problèmes. On appelle ça de la solidarité, on appelle ça tous ensemble. L'emblème de la Belgique, c'est l'union fait la force. Eh ben c'est ça, c'est l'union pour la dignité, donc et qui fera la force de tous, parce que vous savez, des personnes sont chez eux ou chez elles, pardon. Les personnes sont chez elles et se disent, oh moi je suis en bonne santé, je travaille, je gagne bien ma vie, j'ai pas besoin d'aide. Oui, d'accord. Mais vous sortez de chez vous, vous avez un accident, vous avez une agression, vous avez une maladie. Hein, on peut avoir une maladie à n'importe quel âge et ce qu'on a dit hier n'est plus valable aujourd'hui. Et là, on se rend compte que quand on a besoin d'aide, riche ou pauvre, on peut l'avoir, on peut être dans ce cas-là aussi. Donc celui qui a les moyens, il aide. Celui qui n'a pas les moyens, il tente d'être aidé,
mais ce n'est pas de l'assistanat, ce n'est pas aider des personnes qui ne le méritent pas. On est à affaire à des personnes, enfants ou personnes âgées, qui sont tellement faibles qu'on doit les aider, ou sinon ils se laissent mourir. Il y a un phénomène de glissement, ils se laissent mourir. Et moi, j'ai découvert tellement de personnes âgées décédées à domicile, parce que plutôt que d'appeler de l'aide, parce qu'ils ont de l'honneur, ils ont ils ont connu la guerre, donc faut pas oublier que on est en 2025, donc les personnes en 45, il y en a beaucoup qui vivent encore, hein, plus de 80 ans, il y en a encore. Eh ben, ils ont connu une guerre et ils savent très bien que s'il n'y a pas d'aide qui arrive à elles, ben, ils se laissent mourir. Ils préfèrent mourir à domicile que d'aller à l'hôpital et souffrir. Et tu parles aussi des enfants. Oui. Il y en a beaucoup qui sont en situation de vulnérabilité. Oui, oui. D'ailleurs, dans le film, il y a une dame qui témoigne, qui a vécu la maltraitance en tant qu'enfant, donc qui était séquestrée dans une cave. Et dans la presse belge, il n'y a pas longtemps, non, c'est en France, il n'y a pas longtemps, on a vu quand même une maman qui a privé son enfant de 13 ans de nourriture, qui l'a quand même violenté. Donc oui, ça existe, mais c'est aussi dans l'invisible, c'est aussi dans les quatre murs. Et donc, cette maltraitance que j'ai vécue enfant, dans les années 70, mais existe encore aujourd'hui. Mais on se tait. Vous vous rendez compte qu'il y a des procès, on apprend la vérité 50 ans après. Quand on va à la police ou quand on va dans un commissariat, on a l'air plutôt, quand on est victime, de déranger. Hein, on n'a pas le temps de mettre en route un procès verbal alors que c'est obligatoire. Mais comment voulez-vous avoir une société qui va mieux envers la maltraitance des enfants et des personnes âgées s'il y a un parcours difficile? Donc non seulement ils sont victimes, mais en plus ils doivent être entendus, ils doivent être compris, ils doivent être aidés, ils doivent être protégés. Alors voilà, on est dans un système où le citoyen, qui est le plus faible, est en queue de peloton. Parce que quand j'étais enfant, quand on était à l'école, je me souviens que le professeur, l'instituteur, il mettait tout le monde dans le même sac et celui qui était en avance, eh ben, il s'occupait aussi de celui qui était en retard. Donc on ne laissait personne sur le chemin. Ici, ben voilà, celui qui arrive dans la vie, ben, il continue, et celui qui est en retrait, qui est abandonné, qui est en difficulté, on le laisse tomber dans le trou. Et donc, oui, voilà, c'est toute la base de la dignité, c'est toute la base de la solidarité, c'est toute la base de cette humanité qui est en train de disparaître. Et quand on voit certains pays africains, dans certains pays, ils ont encore cette envie, cette volonté, de ne laisser personne de côté. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que l'Afrique a des leçons à nous donner et j'ai l'impression à chaque fois que j'interviewe des gens comme toi qu'en fait, c'est notre société qui est malade. Oui, Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Sauf quand ça nous concerne nous. Voilà. Ah oui, là, quand il y en a un qui est victime, ah voilà, ça, il y a un ministre qui va être agressé, là, ça va faire la une des journaux. Ah oui, ça fait toujours. Mais la personne qui est dans l'ombre restera dans l'ombre et la personne qui est silencieuse, eh bien, restera silencieuse parce que y a aucun moyen de venir en aide. Donc voilà, c'est un exemple. Dans le film, on l'entend bien. Donc pendant la période de Covid, il y a un monsieur d'une soixantaine d'années, donc on ne peut pas dire que c'est si âgé que ça, 60 ans, il se plaint de douleurs abdominales. Il va chez son médecin traitant qui, à cause de la Covid, ne l'examine pas, ne veut pas l'examiner et ne veut pas, donc du coup, ne veut pas réaliser la mise au point qui s'impose pour des douleurs abdominales qui ne partaient pas, qui ne disparaissaient pas. Eh bien, ce monsieur a dû attendre 8 mois pour avoir échographie, prise de sang. Malheureusement, le diagnostic n'était pas le bon. Donc, c'était pas une névralgie, c'était un cancer du pancréas. Oui, j'ai vu Si vous faites un cancer après 8 mois de symptômes, ben évidemment, métastase, chimiothérapie, ce monsieur est décédé. Eh ben, j'ai porté plainte auprès de monsieur le procureur du roi en janvier 2024. Donc, j'ai fait une dénonciation avec toute l'explication, avec le témoignage de l'épouse, avec tous les éléments. Eh bien, nous sommes en février 2025, donc ça fait plus d'un an. La dame n'a toujours pas été entendue. Le dossier n'a toujours pas été
traité en instruction avancée. C'est quand même incroyable. Donc ça veut dire plus d'1 an alors qu'il y a un homicide involontaire derrière. Voilà l'exemple. Donc, Si, ouais, si je fais un peu la synthèse de ce dont nous avons parlé, tu as besoin évidemment d'aide humaine, à savoir, euh, je- donc tu as besoin d'aide humaine, des infirmières, des infirmiers, peut-être des brancardiers, peut-être des voitures, peut-être je ne sais trop quoi. Et tu as besoin aussi de médicaments, tu as besoin de produits, tu as besoin de non, 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 je n'ai pas besoin de tout cela. Non, non, en réalité, ce que j'essaye de faire, c'est d'abord que le plus de personnes possible puissent voir le film. Donc, nous allons maintenant donner un accès au film de manière gratuite. Ainsi, toute personne qui va voir le film va comprendre ce qui se passe autour d'elle. Et moi, mon rêve, c'est plutôt de créer cette synergie, cette collaboration entre les pays, entre les régions. Donc, ça veut dire que ce que Lagardère fait à Mons, mais ce serait bien qu'on le fasse dans le Valais, qu'on le fasse dans la région parisienne, qu'on le fasse voilà, avec la même façon de procéder. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes quand même à 10 000 prises de sang, donc on a quand même de l'expertise. C'est-à-dire que des moments où une personne prend son téléphone âgé et elle contacte, elle demande de l'aide, mais grâce à un numéro international, grâce à un numéro peut-être par pays, que sais-je, en tout cas, nous, on a un numéro national belge, qui est le 0812 505, eh ben, on a déjà la personne en difficulté au téléphone, et à ce moment-là, on essaie de lui trouver une solution. Et là où j'ai besoin d'aide, c'est pour justement mettre cette solution en œuvre. Donc ça veut dire que en Belgique, en France, en Suisse ou ailleurs, si on a besoin d'un logement quelque part, mais que toute cette dynamique européenne se mette en route pour trouver un logement près de la personne en difficulté. C'est pas normal qu'une personne âgée, comme je l'ai encore constaté il y a 2 mois, c'est pas normal qu'une personne âgée dorme encore dans sa voiture. Ce n'est pas normal qu'une personne âgée dorme dans un garage. Et donc, on a du mal de trouver un logement parce que les services publics ne sont pas rapides ou bien ils ferment les yeux ou ils bouchent leurs oreilles. Et donc, tout ce qui est logement, tout ce qui est soins, comment est-ce possible qu'une personne âgée n'a pas droit à une prise de sang complète? Donc, une prise de sang complète, un examen, une consultation complète et rapide, mais ça permet à la personne âgée de soigner une pharyngite ou une angine avant que ça se transforme en septicémie et le décès. Donc voilà, donc nous avons besoin d'infirmières, mais pas une infirmière pour nous aider directement, c'est une infirmière pour être disponible peut-être pour une personne âgée qui serait en souffrance et en difficulté dans la région où elle est. Qu'est-ce que c'est que consacrer une demi-heure ou 3 quarts d'heure de son temps pour examiner, pour prendre en charge, parce que la prise en charge médicale, et vous le savez bien, on le sait tous, que c'est pas les médecins qui vous reçoivent aux urgences, c'est pas les médecins qui s'occupent de vous en réanimation, ce sont les infirmières, infirmiers, ce sont eux qui font le travail de fourmi. Et donc, ça manque ça à domicile, cette collaboration, cette synergie entre les soignants qui sont autour des personnes âgées. Donc, ça veut dire que le médecin généraliste travaille dans son coin, l'infirmière travaille dans son coin, et le pharmacien travaille dans son coin. Alors qu'à l'hôpital, mais tout le monde travaille en même temps dans un dossier pour justement aider le patient. C'est ça le problème, c'est qu'on a perdu ce côté altruiste. Ça veut dire que si un médecin a des données importantes ou peut aider une infirmière, eh ben il a qu'à le faire. Et dans l'autre sens aussi, une infirmière qui fait sa tournée, qui voit qu'il y a un problème de tension artérielle, ben, elle pourrait intervenir déjà avant. Et donc c'est important ce que je vais dire maintenant, Oui. c'est-à-dire que depuis 2020, je n'ai jamais vu autant de personnes qui étaient en manque de paramètres par rapport à cette Covid. Donc, ça veut dire qu'une personne âgée maintenant, en tout cas toutes celles qui ont été en contact avec nous, on leur demande d'acheter un oxymètre, on leur demande d'acheter un tensiomètre, on leur demande d'acheter un thermomètre, et après, n'ayant pas de soins, ben, elles ont les paramètres chez elles, et à ce moment-là, il dit, docteur, j'ai 40 de température, docteur, j'ai 20 de tension. Donc, on a déjà des chiffres à sa disposition. Chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc, le médecin, il se déplaçait, il prenait les paramètres et il appliquait un traitement. Maintenant, comme le médecin ne vont rarement à domicile, ça c'est quand même incroyable, mais c'est comme ça, ben, il faut que le patient âgé prenne sa santé en main. Et si elle ne sait pas le faire, ben, il faut que la famille l'aide. Mamie, t'inquiète pas, je vais prendre ta tension. Et à ce moment-là, on a des chiffres, on a des paramètres et on peut encore agir à temps.
C'est con, mais c'est ainsi. C'est aussi simple que ça. En Mais fait, oui, ce dont tu me parles, c'est la démonstration que nous sommes dans un monde où, à partir du moment où tu coûtes et que tu ne rapportes rien, eh ben, tu dois dégager. En fait, voilà. c'était- c'est comme une machine qui est en panne ou qui commence à vieillir et qui n'a plus la même performance. Eh ben, on la met à la casse. Voilà. Seulement, par expérience, et tu le sais aussi, quand la personne âgée peut servir, alors on l'utilise. Ça veut dire que pendant que les personnes travaillent, mamie, papy sont là pour aller conduire les enfants à l'école et aller les rechercher. Papy et mamie sont là pour faire des courses. Papy et mamie sont là pour aider. Alors, de grâce, ces personnes âgées, il ne faut jamais oublier qu'elles se sont battues pour nos droits et libertés. Ils se sont battus pendant la dernière guerre mondiale, ça c'est prouvé. Là. Ils ont vécu la résistance, ils ont vécu vraiment de la torture. Ils se sont battus pour sauver leur pays et sauver leurs enfants et petits-enfants peut-être. Et donc, faisons la même chose. Donnons à ces anciens tout l'amour et la dignité qu'ils méritent. Ce ne sont pas des personnes qu'il faut tuer, ce sont des personnes qu'il faut aimer. Ce sont des personnes qu'il faut leur apporter et leur conserver leur dignité. Donc, si maintenant on perd de la mémoire de manière intentionnelle ou pas, c'est grave parce que cette crise sanitaire l'a prouvé. Ils ont divisé les familles, ils ont isolé les enfants, les petits-enfants et les personnes âgées. Tu peux plus aller voir mamie, mamie ne viendra pas à Noël, mamie ci, mamie là. Non, c'est pas bien. Il n'y avait aucune raison de séparer les familles, il n'y avait aucune raison de diviser cette population et de jour en jour, de jour en jour, ça se fait. Donc maintenant, une personne âgée qui monte dans un bus va rester debout. Une personne âgée qui va aller au magasin, elle va attendre son tour à la 15e place. Voilà, c'est le respect. On est humain ou on ne l'est pas. Je pense que les animaux, maintenant, pourraient nous donner beaucoup d'exemples sur comment s'occuper de leurs anciens et de leurs enfants. Oui, je pense qu'effectivement, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de respect, Non. et il n'y a plus de politesse. En fait, c'est chacun pour soi et je vais me servir en premier et puis advienne que pourra pour les autres, hein. Alors, tu parlais tout à l'heure donc de ton film. Est-ce que tu as un programme de diffusion, c'est-à-dire tu te déplaces dans différents endroits, dans différents pays, ou est-ce que tu as organisé un programme ou est-ce que c'est sur invitation? Eh ben, en réalité, il y a un peu de tout, puisque nous avons eu, quand le film a été réalisé en juillet, nous avons eu des accès à des salles de cinéma, très chères, entre parenthèses. Nous avons pensé que les journalistes ou les élus, ou enfin, les personnes sensibilisées par la maltraitance allaient être présentes. Nous n'avons pas eu un seul journaliste présent. Donc, dans toute la Belgique, nous n'avons pas eu un seul journaliste. Pas un. Nous avons eu un avocat et le reste, c'était de la population. Le reste, c'était des personnes victimes, des personnes qui étaient là pour justement cette maltraitance. Mais donc, ce film subit une censure terrible, alors que dedans, il y a le serment d'Hippocrate, alors que dedans, il y a des témoignages de personnes âgées. Donc, nous sommes restés en Belgique jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, nous avons la possibilité de nous rendre en Suisse le 21 mars. Et donc, c'est sur Ah, base tu seras de, où? Attends, tu seras où en Suisse le 21 mars? on sera dans la chapelle de Rides, dans le Valais, D'accord. le 21 mars, samedi 21, dans une chapelle. OK. Et c'est comment est-ce que je suis arrivé là? Ben parce que c'est par le bouche à oreille, c'est parce qu'on m'a contacté et donc je vais faire le déplacement pour justement être présent ce jour-là. Euh, donc c'est à la demande. Donc si maintenant une personne, un cinéma, une association, que sais-je, me contacte, eh ben on diffusera le film là, à cet endroit-là. Je serai sûrement là. D'ailleurs, j'y vais à gauche, à droite souvent. Et alors, on va essayer de rendre ce film accessible à tous sans devoir payer 1 euro. Donc, via la plateforme Vimeo, on s'est accédé à ce film via la plateforme Vimeo. Et alors, notre film vient d'être mis sur notre future plateforme internationale. Donc, les personnes qui viendront se connecter sur notre plateforme internationale donc
de la lutte contre la maltraitance envers les personnes vulnérables et âgées pourront visionner le film dans son entièreté sans problème. Donc, il faut montrer un petit peu la vérité à La toutes et réalité tous. la réalité, Oui, oui. parce que on est quand même dans de l'humain qui subit une souffrance et qui ne le mérite alors vraiment pas. Voilà, on va essayer maintenant d'intensifier cette diffusion, que ce soit accessible à tout le monde. Et alors, à titre personnel, ben, je suis content d'aller en Suisse. J'aimerais bien aller en France. J'aimerais bien aller dans plusieurs pays. Pourquoi? Ben, pour que justement il y ait cette synergie internationale, parce que ce que nous avons vécu en 2020 va pouvoir se répéter. Et on le voit avec la grippe aujourd'hui. La grippe fait peur aujourd'hui, alors que c'est une infection qui doit être prise en charge dès ses premiers symptômes quand on est âgé. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais grâce à la prise de sang, ben, on s'est tombé sur des diabètes, on s'est tombé sur des maladies qu'on peut encore soigner. Donc, je ne suis pas contre l'acharnement thérapeutique vis-à-vis d'une personne âgée, je suis simplement pour qu'on puisse apporter un diagnostic et un traitement, parce que même à 100 ans, et j'ai la preuve dans le film, même à 100 ans, la personne vit toujours aujourd'hui, alors qu'elle avait simplement une pneumonie septicémie. Donc même une septicémie, on peut la soigner à domicile. Il faut être le roi de Belgique pour soigner une septicémie à l'hôpital. Mais ça, c'est encore un autre problème, parce que c'est du vécu aussi. Hein. Bien, David, écoute, je te remercie mille fois de toutes ces informations parce que c'est un vrai cri d'alarme, un signal d'alarme extrêmement fort sur l'état de notre société. Je pense que quand une société laisse mourir ses vieux et laisse les enfants aussi en situation de vulnérabilité, c'est une société qui est malade, c'est une société qui, de mon point de vue, est en train de mourir. Et je pense que les gens ne s'en rendront compte que quand ils seront sur leur lit de mort. Oui, et d'ailleurs, c'est une très bonne parole que tu viens de dire. D'ailleurs, il y a une phrase, une citation, je ne sais pas comment on appelle ça, on juge l'efficacité d'une société de la façon dont elle se comporte avec les anciens, mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Nos anciens, ce sont des personnes qu'il faut protéger, qu'il faut aider, comme un nouveau-né, mais c'est pas possible de fermer les yeux, parce que ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, qui est un mal, mais qui est aussi une colère, c'est que les personnes le savent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un déni. Il y a un déni, on dit, ouh, l'image n'est pas belle, je vais regarder. Il y a ce déni, et quand le déni touche la justice, touche des autorités qui sont là pour aider les plus faibles, alors là, on se dit, cette société, non seulement elle est malade, mais elle peut être aussi meurtrière, elle peut être assassine, parce que ne pas tendre la main à quelqu'un qui est en train de mourir ou qui va mourir parce qu'on ne l'aide pas, c'est de la non-assistance à la personne en danger. Donc, on est quand même à la limite d'un génocide. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ce terme-là, mais laisser mourir quelqu'un sans l'aider, alors qu'on est toute une tranche de personnes, ce sont toute une tranche de personnes âgées, là, grave. Et c'est pour ça que je suis peut-être content de croiser une députée cette semaine, la semaine qui arrive, parce elle se bat au sein de l'Assemblée nationale, donc c'est quand même une tâche importante, où elle est devenue présidente d'un projet de mieux vieillir. Donc voilà. Mais pour mieux vieillir, c'est pas toujours la personne âgée qui est concernée. Ce sont les soignants, ce sont les politiciens, ce sont les magistrats. C'est tout le monde qui doit s'y mettre pour aider les personnes âgées. Ce n'est pas que du médical. Je pense que la plupart des grands décideurs sont pris dans le symptôme d'hubris et ils croient qu'ils ne vieilliront jamais et qu'ils vivront 500 ans. Ils ne se rendent pas compte qu'un jour ou l'autre, c'est eux qui vont être à cette place-là. Et pour un peu terminer notre entretien, je dirais que aucun arbre ne peut vivre sans racines. Et Exactement. ce sont nos racines qu'on assassine. Ouh, c'est beau. C'est vrai. C'est vrai. J'ai juste 10 secondes à dire, parce qu'on Vas-y. n'en a pas parlé, parce qu'on pourrait parler pendant des heures. C'est que je conseille toujours aux personnes âgées, c'est de bien prendre en charge leur système immunitaire. C'est-à-dire que quand on a eu affaire à une crise sanitaire, ben c'est de bien veiller à consommer des aliments et des compléments qui boostent, qui améliorent, qui permettent au système immunitaire de se défendre, qui est basique. Hein, donc, c'est des sardines, c'est du poisson gras, c'est de la vitamine D, c'est du zinc, c'est de la vitamine C. Et surtout, avoir le moral. Il faut se battre, il faut avoir le moral, le bon sommeil,
marcher un petit peu de sport. Avec tout cela, on pourrait résister mieux contre ces infections. Et même si on a une infection, elle sera moins dramatique, elle sera moins sévère en boostant un petit peu son système immunitaire. C'est très important. Et pas toujours des choses très chères à la pharmacie. Ça peut être aussi de l'alimentaire. Regardez un petit peu au niveau fruits, légumes, tout ce qu'on peut consommer qui apporte pas mal de vitamine D, qui apporte pas mal de vitamine C. C'est un conseil que je peux dire en tant que médecin, mais qui est confirmé par le nombre de prises de sang où la vitamine D était insuffisante quand il y avait une pneumonie ou une septicémie sévère. Il y a toujours une association entre ce manque de vitamines qui fait partie donc de la défense du système immunitaire et on en a besoin. Merci infiniment, David. Voilà, merci à toi. Et j'appelle Tu tout es le le monde. bienvenu à Rides, là. Je ne sais pas comment on appelle, c'est Rides, je ne sais pas. Mais dans le Valais, tu es le bienvenu, c'est le 21. Le 21 mars 2025. Je vais aussi Oui, communiquer l'information. oui. En tous les cas, merci infiniment pour ton combat. Merci à toi. Infiniment pour nos anciens, comme on dit. Merci et bon week-end. Belle journée. Merci à toi. Au revoir.